Bonjour à tous les deux, bonjour Benjamin Morel. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Louise Zapalski, merci également d'être avec nous, communicante fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On va revenir sur ce drame hier en Haute-Marne, cette surveillante qui a été tuée d'un coup de couteau par un élève de 14 ans. On verra les réactions politiques. Alors que Marine Le Pen dénonce du laxisme pur et dur, Emmanuel Macron et François Bayrou ont apporté dès hier soir des premières réponses. Interdiction de vente d'armes blanches aux mineurs, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mise en place dans les prochains mois. On va revenir évidemment sur les conséquences de ce drame politique et ce que ça dit aussi de notre société. Et puis Steve, autre sujet de ce club, on va se pencher sur la France rurale. Oui, qu'est-ce que la France rurale? Il y a une grande étude qui a été menée par 4 associations et vous allez voir, il y a beaucoup de clichés. Mais qu'on va démonter. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions du côté de la Haute-Marne. Et l'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. Et on va à Chaumont, en Haute-Marne. Bonjour Céline Clément, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef au journal de la Haute-Marne. Céline, on imagine évidemment le choc dans votre département, le choc à nos gens après le meurtre d'une surveillante poignardée à mort hier par un élève de 14 ans à l'entrée du collège. Oui, effectivement, c'est une onde de choc, comme vous pouvez bien l'imaginer. Je dirais 2 mots pour qualifier un petit peu ce qu'on a pu ressentir hier sur le terrain. C'est de la stupeur et de la sidération. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la tragédie se déroule dans une petite commune rurale de Haute-Marne, Nogent, 3500 habitants. Voilà, une petite cité, on va dire, paisible, dans un collège aussi, on va dire, à taille très humaine, puisqu'on est, il y a un peu plus de 300 élèves. Et donc, ce qu'on a pu ressentir des témoignages recueillis hier par nos équipes sur le terrain, c'est tout le monde pensait que ça ne pouvait pas arriver ici. Voilà, pas ici, pas dans nos territoires ruraux, qu'on pensait, on va dire, à l'abri de ce type de tragédie. D'ailleurs, la sénatrice de Haute-Marne, Anne-Marie Nédélec, était sur place hier à Nogent parce qu'il se trouve qu'elle est ancienne maire de Nogent et elle témoignait elle-même de sa sidération. Et tous les témoignages qu'on a pu recueillir, les habitants, bien sûr les élus, les commerçants de Nogent, voilà, tout le monde parle d'une tragédie qu'on pensait inimaginable dans nos territoires ruraux. Et Céline, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur la personnalité à la fois de la victime et puis de l'auteur des faits ? Alors, la personnalité de la victime, alors de la même manière, on a pu voir hier soir et on va dire toute la nuit fleurir, je sais pas si c'est le terme sur les réseaux sociaux, un élan de compassion, d'empathie et d'amitié envers Mélanie, cette assistante d'éducation tragiquement décédée hier, voilà, à l'âge de 31 ans. C'est quelqu'un qui est décrit comme voilà, qui incarnait la joie de vivre, quelqu'un de douce, d'adorable, nous ont dit certains membres de sa famille, voilà, qui laisse, voilà, qui avait un petit garçon de 4 ans, voilà, c'est, on va dire, elle est à l'image des habitants de la Haute-Marne, voilà, des gens, on va dire, qui ont de l'énergie, qui sont vivants, qui ont envie de se battre pour leur territoire. Mélanie était conseillère municipale d'une toute petite commune de Haute-Marne, voilà, pour résumer un petit peu sa personnalité. Et d'ailleurs, j'ai appris ce matin qu'un rassemblement à Chaumont aurait lieu en fin d'après-midi aujourd'hui pour que tous ceux qui souhaitent lui rendre hommage puissent le faire, place de l'Hôtel de Ville à Chaumont. Alors, quant à la personnalité de l'auteur des faits, ce jeune ado, on va dire de 14 ans, on en sait un petit peu moins. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis hier, toute fin de journée, mais l'adolescent Quentin, 14 ans, originaire d'une petite commune à 5-6 kilomètres de Nogent, ne s'était pas exprimé
cours de son audition auprès des enquêteurs. Alors je ne sais pas si depuis il l'a fait. Je sais qu'on aura un point avec le procureur de la République en fin de journée aujourd'hui. Est-ce qu'il a pu expliquer son geste? Je ne sais pas. Voilà, je ne le sais pas aujourd'hui. Pour en revenir à sa personnalité, ce qu'on a pu en savoir, c'est que, alors, il avait eu des difficultés avec le collège, mais plutôt en début d'année scolaire, qui lui avait valu il avait été exclu de manière très temporaire du collège à 2 reprises, mais pareil, de ce qu'on a pu comprendre et apprendre hier, c'est que depuis, tout semblait être rentré dans l'ordre. Quentin était même devenu ambassadeur de lutte contre le harcèlement au sein de sa classe. Voilà, voilà, on n'en sait pas plus, mais voilà, on imagine aussi le drame, voilà, pour la famille, ses parents et son frère. Merci beaucoup Céline, merci pour toutes ces informations et on a appris grâce à vous ce rassemblement qui aura donc lieu aujourd'hui à Chaumont en hommage à la victime. Et puis Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui annonce également ce matin qu'une minute de silence sera observée demain midi dans tous les établissements scolaires du pays. Merci beaucoup Céline Clément, la une du journal de la Haute-Marne évidemment consacrée à ce drame absolu au collège. C'est à la une de votre journal ce matin. Avant de parler des réponses politiques, évidemment, c'est le choc et l'émotion dans la Haute-Marne. On est avec Céline, mais dans tout le pays, Benjamin. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que qui plus est, c'est un événement qui se produit après d'autres événements qui font qu'aujourd'hui, le milieu scolaire n'apparaît plus comme il pouvait apparaître dans une image très idéalisée de l'école quand même du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, comme cet espace sacré. C'est Peggy, je crois, qui disait « j'aime ces murs blancs », parce qu'à l'école, eh bien justement, vous aviez à la fois cette neutralité, c'était une forme de cocon, en tout cas c'était présenté comme ça pour les enfants. Ça n'a jamais vraiment tout à fait été ça, mais aujourd'hui on voit que le milieu scolaire est un milieu de grande violence et un milieu dans lequel la violence de la société non seulement n'est pas exclue, mais où même elle s'installe. Et Émilie, que dire des réactions politiques qui ont suivi ce drame? Alors évidemment, il y a la classe politique qui était horrifiée dans son ensemble, mais est-ce qu'on n'avait pas des réactions peut-être un peu plus mesurées que précédemment dans ce type de fait? Oui, c'est possible parce que évidemment l'agresseur est très jeune, la victime. Enfin, il y a une espèce de, c'est un peu une stupeur par rapport à cet événement-là. Parmi d'autres faits divers, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses ces derniers temps dans l'enseignement, mais on ne sait pas en fait. C'est qu'on comprend bien qu'il y a une difficulté à traiter et que c'est comme un problème à plusieurs facettes, parce qu'il y a la question de l'école, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut protéger ses enseignants. Il y a la question des jeunes aussi. On sait qu'il y a une problématique très forte de santé mentale qui s'est renforcée depuis le Covid, avec un état de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie qui est assez déficiente. Donc il y a plusieurs choses comme ça. Et il y a cette espèce d'autorité qu'on n'arrive plus à faire respecter. Donc je pense que les nuances qu'on apporte, c'est parce qu'il n'y a pas une réponse. Et d'ailleurs, on entend, et vous allez en parler, des réponses qui sont données ici ou là, qui paraissent assez faibles par rapport à l'ampleur du phénomène. Interdire des armes ou interdire des réseaux sociaux, ça paraît assez petit et même contournable. On comprend bien que c'est un problème de société, globalement, et qu'on a beaucoup de mal à s'y attaquer. Et on a l'impression que ça peut continuer comme ça parce qu'on n'a pas la prise. On n'a plus la prise sur ce genre d'événement. Et justement, on va voir les premières réponses, notamment de l'exécutif, puisque dès hier soir, François Bayrou et Emmanuel Macron ont chacun pris la parole sur le sujet avec de nouvelles mesures. Marion Lampageux. Invité hier soir aux 20h de TF1, le Premier ministre réagit au meurtre de l'assistante d'éducation de 31 ans, tuée au couteau par un élève de 14 ans. François Bayrou propose l'interdiction de la vente d'armes blanches pour les mineurs, mais sans préciser les moyens légaux. Tout de suite, l'élargissement de la liste des armes blanches, des couteaux, c'est tout de suite.
et l'imposition que ce soit une vérification d'âge de celui qui reçoit le colis, c'est tout de suite aussi. En mai, le président de la République voulait déjà imposer une vérification de l'âge pour s'inscrire sur les plateformes. Sur France 2 hier soir, Emmanuel Macron réitère et fait le lien entre les réseaux sociaux et la mort de cette surveillante. Et donc on doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Parce qu'en vérité... Et vous allez le faire quand ? Eh bien, je vais vous dire, c'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre. Le ministre de l'Intérieur a de son côté délaissé sa rhétorique sécuritaire. Dans cet établissement, il y avait déjà eu un contrôle. Il y a déjà une première leçon. Vous voyez bien que la réponse, elle ne peut pas être seulement sécuritaire. S'il y avait des gendarmes, s'il y avait eu 10 gendarmes de plus, 20 gendarmes de plus, ça n'aurait rien empêché. Plus de 6000 contrôles inopinés ont été réalisés dans des établissements scolaires entre le 26 mars et le 26 mai. 200 couteaux ont été saisis. On voit Benjamin, Emmanuel Macron, François Bayrou qui dès hier ont annoncé des premières mesures. Alors, il y a déjà beaucoup de mesures qui existent. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir encore de nouvelles mesures ou il faut déjà appliquer celles qui existent ? Alors, je ne suis pas spécialiste de sécurité publique et donc je ne vais pas porter de jugement trop péremptoire, mais il est vrai que la réduction du nombre d'armes blanches qui pourraient être à disposition des mineurs, c'est objectivement une mesure très symbolique. Vous pouvez tuer quelqu'un avec un couteau de cuisine et là-dessus, pas grand-chose, entre guillemets, ne pourra l'empêcher. Les portiques à l'entrée des écoles, ça ne filtre pas les instruments en céramique et par ailleurs, on sait, au vu des expériences étrangères, que c'est pas d'une utilité totalement folle. De l'autre côté, les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais in fine, ça fait des années qu'on en parle, et il n'est pas certain que ce soit aujourd'hui l'alpha et l'oméga, comme naguère ont visé les jeux vidéo. Donc on voit, et je reviens tout à fait sur ce que disait Émilie, c'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas de réponse simple. Mais en même temps, face à un tel drame, le politique ne peut pas simplement dire écoutez, il n'y a pas de réponse simple. C'est ce qu'a essayé de faire Elisabeth Borne il y a quelques jours, et tout le monde lui est tombé dessus. Et donc dans ce cadre-là, il faut une réponse. Probablement, le politique sait-il que cette réponse-là, elle n'est ni tout à fait pertinente, ni tout à fait à la hauteur, mais il ne peut pas s'empêcher politiquement d'annoncer des choses, sinon on va l'accuser d'impuissance. Or, en la matière, la pire des choses pour le politique, c'est de dire « je ne peux pas ». Est-ce qu'en termes de com, Émilie, c'est bien ou c'est un peu contre-productif ce qu'a fait l'exécutif hier, c'est-à-dire de réagir dans la foulée pour montrer effectivement qu'il y a une réponse, mais avec peut-être le sentiment que les réponses, elles ne sont pas forcément très réalistes, en tout cas très simples à mettre en place, c'est très efficace. Je suis assez d'accord avec Benjamin Morel, ils sont obligés de donner quelques éléments de réponse, même si elles paraissent en effet ridicules. Enfin, un réseau social, n'importe qui peut contourner l'âge et les armes, c'est pareil. Donc c'est complètement à côté de la plaque par rapport à l'ampleur de ce phénomène. Mais ils sont obligés d'avancer quelques mesures, même si elles ne sont pas crédibles. Moi, je pense qu'il y a quand même... je reviens là-dessus, l'éducation, et si on parle de la santé mentale, si on élargit la santé mentale, c'était des objectifs prioritaires d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, de Gabriel Attal aussi, quand il a été Premier ministre. C'est quelque chose qu'on trimballe depuis longtemps, mais dont on ne s'occupe pas. Donc forcément, au bout d'un moment, forcément, ça se cumule, les problèmes se cumulent, et on ne sait pas comment faire. Une exclusion, j'entendais par exemple les exclusions de jeunes enfants qui sont violents comme ça. Les professeurs le font une fois, deux fois. S'ils le font de manière permanente, ces enfants, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On n'a pas de structure. Donc c'est vrai que pour avoir assisté même à des conseils comme ça, ils essaient d'éviter ça parce qu'on sait qu'après, ils sont lancés dans un no man's land et ils sont quasiment irrécupérables. Donc on voit bien qu'il y a plein d'endroits, et pareil pour les enseignants qui ont quand même un déficit d'autorité, mais probablement parce que la société a changé et on ne sait pas comment les renforcer. Il y a quelque temps, on parlait d'un rapport sur qu'est-ce que c'est le métier d'un enseignant. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il y a quelques années. On n'a pas beaucoup avancé là-dessus, sur comment aider les professeurs à faire preuve d'autorité, à se protéger. On les épaule pas beaucoup. Donc évidemment, toutes ces réponses, ça ne peut pas être en 5 minutes dans un 20h de TF1. Justement, puisque vous parlez d'autorité, hier, Marine Le Pen a parlé de laxisme pur et dur. Ce matin, on va écouter son allié, Éric Ciotti, qui appelle à un choc de l'autorité.
On va l'écouter dans quelques instants. On va passer du coup à la réponse judiciaire, parce que hier Bruno Retailleau il disait la réponse elle peut pas être uniquement sécuritaire. Sous-entendu, il faut aussi quand même une réponse judiciaire. On a vu il y a quelques semaines le Parlement voter le texte de Gabriel Attal sur la justice des mineurs, et puis Gérald Darmanin plus largement lui il fait de nouvelles propositions, notamment des peines minimales soutenues par François Bayrou, notamment la fin du sursis. Alors, c'est soutenu par François Bayrou, mais pas forcément par l'ensemble de son camp. On va voir ce qu'en pense la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Là aussi, moi, je suis en désaccord. Je suis contre les peines planchées car je pense qu'il faut individualiser la sanction pénale. C'est un principe constitutionnel et qui est au fondement de notre droit. S'agissant de la suppression du sursis, j'y suis également opposée. En revanche, moi, je plaide pour effectivement de courtes peines qui auraient lieu immédiatement. Et depuis très longtemps, j'avais écrit un rapport sur les prisons et je plaidais pour des prisons en structure très allégée, comme ils le font dans les pays nordiques. Alors, on dit déjà que c'est compliqué pour le gouvernement dans une majorité nationale fracturée et divisée. Là, on voit que c'est compliqué, y compris au sein de son propre camp. Yaël Braun-Pivet, elle n'est pas d'accord avec ce que propose Gérald Darmanin. Elle n'est pas d'accord et elle n'est pas tout à fait la seule, mais ce n'est pas si nouveau. C'est-à-dire que dès 2017, on voit qu'il y a des clivages au sein même de cette majorité sur les sujets d'immigration et de sécurité. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est le macronisme? In fine, c'est une union du centre-gauche et du centre-droit qui se retrouve sur beaucoup de sujets, notamment sur l'économie. Pas sur celui-là. Ça reste un élément qui est un élément clivant et ça reste un élément qui est un élément de définition politique pour ces deux partis, ces deux éléments de la majorité. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir de vrais sujets. Par ailleurs, la question qui se pose, c'est également l'efficacité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait en matière de loi pénale depuis à peu près les années 80 ? Chaque fois qu'il y a un drame, quelque chose, on augmente l'échelle des peines et on bande les muscles. Mais finalement, ces peines, on les fait peu exécuter parce qu'on n'en a pas vraiment les moyens. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez qui plus est une réponse pénale qui est très longue, très lente, parce que la justice n'a pas assez de moyens. Elle en a plus qu'il y a quelques années, mais elle n'en a quand même pas assez. Or, pour la justice des mineurs, l'important, c'est pas d'aligner les peines sur les majeurs. L'important, c'est d'avoir une réponse très prompte. Et je reviens sur ce qui a été évoqué, parfois également de mobiliser la psychiatrie, parce que souvent, c'est un sujet qui rentre dans la balance, et là aussi, il manque de moyens. Et donc, dans ce cadre-là, on a d'un côté des ministres qui veulent exister sur ce sujet-là, et pour ça, il faut une réponse rapide. Il faut montrer qu'on est plus dur que n'importe qui. Et de l'autre côté, il y a une réflexion plus large qui montre qu'on l'a déjà fait 10 fois et que ça n'a pas forcément payé de résultats. On va l'écouter, Éric Ciotti. Ça y est, il arrive. L'allié de Marine Le Pen qui appelle donc à un choc de l'autorité. Ce qu'il faut en France, c'est un choc d'autorité. C'est restaurer l'ordre. L'ordre dans la rue, l'ordre à l'école. Il faut remettre les mesures que nous avions fait voter. J'avais fait voter une loi qui permettait un encadrement militaire pour les mineurs délinquants. Monsieur Hollande a arrêté cette loi. Monsieur Macron a refusé de la réinstaller. J'avais fait voter une loi supprimant les allocations familiales aux parents défaillants, notamment ceux qui n'envoyaient pas leurs gamins à l'école. Il faut refaire ce choc d'autorité. Et on va avoir, alors comme plusieurs semaines maintenant, Marine Le Pen, ses alliés, qui pilonnent le gouvernement dans une forme de surenchère. Oui, ce qui est terrible, c'est que ce qu'on entend et ce qui a le plus de gages en ce moment, c'est justement des paroles de plus en plus fortes, même si ça sert à rien, parce que l'ordre, ça se décrète pas. Et c'est ça qui, pour l'instant, est plus tendance, qui ne sert à rien. C'est de la communication politique, ça permet de critiquer le gouvernement et toute son action. Et c'est vrai que toute la partie plus nuancée, et cette aile gauche qui a du mal à s'exprimer chez les macronistes, on pourrait imaginer que c'est là où il y a la solution finalement, d'essayer d'avoir une synthèse, de pouvoir nuancer les propositions, d'aller plus loin sur les services publics, sur tout ce qui est défaillant à l'heure actuelle. Mais ça va pas du tout, c'est pas tendance en fait. Donc ces voix-là, elles vont augmenter, elles vont, même si ça ne sert à rien, c'est juste pour des points de vue de communication et pour les élections à venir, essayer de se faire une bonne santé sur ces mesures qui sont que de la surenchère rhétorique en fait. Un dernier mot là-dessus, Benjamin. Oui, non, mais électoralement par contre, c'est peut-être pas tout à fait idiot. En tout cas, oui, aujourd'hui, vous avez un Édouard Philippe qui essaye de dépasser par sa droite Bruno Retailleau, qui essaye de dépasser par sa droite Marine Le Pen, pour essayer de conquérir et de structurer un électorat de droite qui, sur les sujets de sécurité et d'immigration, qui pour lui sont liés, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas c'est lié pour lui, eh bien, c'est complètement homogénéisé et aligné, en fait, sur les positions du Rassemblement national. Les politiques, là-dessus, suivent leurs électorats. Néanmoins, ils oublient en effet que Emmanuel Macron, en 2017,
c'est 2 tiers d'électeurs centre-gauche, 1 tiers centre-droit. Et qu'en 2022, c'est encore 1 tiers d'électeurs de centre-gauche. Et là, on a une forme de no man's land électoral qui est en train de se structurer, ce qui fait également paniquer et Emmanuel Macron, quand il fait sa fameuse petite phrase à la PQR dimanche, c'est ce qui aussi sous-entend d'un point de vue électoral, et de l'autre côté, qui fait paniquer un certain nombre de députés macronistes qui savent que sans report des électeurs de gauche au second tour contre le RN, eh bien, ils sont demain sur un siège éjectable, d'où également ces prises de position qui, d'un côté comme de l'autre, ne sont pas que sur le fond, elles sont aussi très politiques. Alors, il y a des zones géographiques où le Rassemblement national gagne fortement du terrain, c'est la France rurale. Et on va justement s'intéresser à cette France rurale. On parlera du vote dans quelques instants, mais d'abord, Steve, que sait-on de cette France rurale? Il y a une grande enquête qui a été menée par Ouest France en partenariat avec France Culture. Oui, c'est une étude menée par 4 associations. Plus de 3500 personnes ont été interrogées pour échanger sur le quotidien et les attentes des habitants des campagnes. Il s'agit pour commencer, Oriane, de bien nommer les choses. Officiellement, il existe aujourd'hui 21,5 millions de personnes qui vivent dans la ruralité en France. Ça correspond à 33% de la population totale. On se rend compte que certains ruraux ne savent pas forcément qu'ils le sont ou refusent de se définir comme tels. Un certain nombre d'entre eux préfèrent les termes habitants de la campagne ou villageois. Avec ce rappel salutaire dans cette étude, les agriculteurs ne représentent que 2% des campagnes. On a donc affaire à un paysage social, sociologique, beaucoup plus varié que ce que laissent penser certains clichés, Oriane. Et des clichés qui conduisent à un malaise. Oui, car les ruraux ne se sentent pas ou mal représentés. Pour 83% des sondés, les médias et les politiques imposent souvent une vision caricaturale de la ruralité depuis la ville. Et puis, on parle aussi régulièrement de préoccupations qui seraient propres aux personnes qui vivent à la campagne, préoccupations qui seraient différentes de celles des habitants des villes. Eh bien, selon cette étude, c'est faux, complètement faux. Seulement 23% des ruraux désignent le clivage ville-campagne comme la division la plus forte. C'est loin, très loin des traditionnels clivages entre riches et pauvres ou encore entre gauche et droite. Et certains sujets d'inquiétude sont tout de même propres aux habitants des campagnes. Oui, notamment le sentiment de relégation. Ça revient souvent dans les témoignages en raison de l'éloignement physique des centres-villes. La conséquence directe, c'est la difficulté d'accès aux soins. Certaines personnes, parfois âgées, font plus de 100 km pour aller chez le dentiste, car autour de chez eux, il n'y a pas de dentiste. Autre conséquence de l'éloignement, le manque de commerce et de services de proximité. Le meilleur symbole, c'est évidemment la fermeture progressive des boulangeries, parfois vécue comme un traumatisme. Et puis, autre exemple avec la galère des transports. Oriane, les 18-25 ans, issus de très petites communes, passent en moyenne 2h37 dans les transports chaque jour. C'est énorme. Comment ça se traduit politiquement tout ça ? Par un vote d'extrême droite, souvent nourri par ce sentiment de relégation. Les personnes qui vivent à la campagne ont plus tendance à voter à la droite de la droite. En gros, plus on s'éloigne des centres-villes, plus le vote RN devient fort. Un exemple, lors des élections européennes de l'année dernière, 97% des communes de 500 à 2000 habitants ont placé le RN en tête du scrutin. Plus les communes sont petites et plus Jordan Bardella fait le plein de voix. C'est évidemment une donnée que tous les politiques ont en tête à quelques mois des élections municipales. Et puis, dernière donnée intéressante, Oriane, 81% des sondés estiment qu'on devrait davantage s'inspirer de ce qui se fait dans les zones rurales pour résoudre les problèmes de la France. Les Français ont grosso modo une image très positive de la campagne. Merci Steve pour les enseignements de cette étude qui est riche en enseignements. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la France périphérique, de la fracture territoriale, de ce sentiment de relégation. Emmanuel Macron, en 2017, il avait même promis de résorber cette fracture territoriale. On voit, quand on lit cette étude, qu'il n'en est absolument rien. Non, mais il partait d'un principe qui s'est révélé complètement faux, c'était le ruissellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire que si on développe les grandes villes, les métropoles, ça va ruisseler sur les territoires autour. Et on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, le cercle était très réduit et qu'après, ça n'arrosait pas les différents territoires. Il y a une véritable fracture et qui est de plus en plus forte. C'est aussi des territoires qui ont été un petit peu abandonnés par la gauche, finalement. Et on voit que c'est le RN, il y a les ouvriers, il y a tous ces territoires qui sont abandonnés, des infrastructures publiques ou quoi. Et c'est vrai qu'on les voit toujours
au moment des crises. Vous parlez des agriculteurs, mais c'est vrai que ça représente que 2%, c'est 33% de population. Mais on a l'impression que ça représente beaucoup plus. On a l'impression parce qu'on a ce préjugé de dire campagne égale agriculture. En fait, on est plein de préjugés. On voit jamais, en effet, on voit très rarement, sauf pendant les crises, ces personnes-là qui s'expriment. Et pourtant, c'est quand même 70% de la surface et 33% de la population. Donc il y a un moment, il va falloir s'en occuper. Ils ont des problématiques totalement différentes. C'est vrai que pendant la crise Covid, on a eu l'impression qu'on s'y est réintéressé parce qu'il y a pas mal de gens qui sont allés télétravailler, qui ont redécouvert la campagne, qui se sont dit pourquoi pas. On va parler d'exode urbain, mais en fait pas du tout, mais c'est très limité. Mais par contre, il y a eu ce regain d'intérêt. Et comme le disait Steve, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont assez intéressantes et un des partenaires de cette étude, Bouge ton coq, travaille sur des épiceries participatives. Alors ça paraît rien, mais c'est parfois ce qui fait revivre des villages et reconstruire. Mais on a une espèce de désintérêt, comme si la France n'était organisée que sur des métropoles et comme si, juste un truc, comme si l'aménagement du territoire, c'était devenu un gros mot. C'est-à-dire qu'on a quelques programmes de l'État qui diffusent dans les territoires, mais on n'a pas une vision globale de cet aménagement du territoire qui existait auparavant avec la data ou des organismes comme ça. Ouais, et puis cette France, elle a l'impression qu'elle n'est pas représentée, qu'elle n'est pas écoutée dans les médias, mais aussi chez les politiques, qui ne s'intéressent pas forcément à eux. Et du coup, ça nourrit le vote Rassemblement national. Oui, alors c'est paradoxal parce qu'en fait, elle est plutôt surreprésentée par rapport à d'autres parties du pays. C'est-à-dire qu'en Lozère, par exemple, vous avez un député qui pèse 74 000 habitants contre environ 150 000 en Ile-de-France. Donc à partir de là, il y a plutôt une surreprésentation politique, mais il y a en effet une sous-représentation symbolique de cette France. Et ça, en effet, c'est ressenti de manière terrible. Et ensuite, sur le fond, je rejoins en grande partie ce qui a été dit. C'est-à-dire que quand on a fait la décentralisation dans les années 80, on a dit on va faire que Paris soit moins central et on va irriguer le pouvoir en région. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des métropoles d'équilibre qui ont aspiré le tissu économique de leur périphérie. Et donc, on n'a pas vraiment déshabillé Paris en réalité, mais on a renforcé ces métropoles aux dépens de leur arrière-pays. Et de l'autre côté, la péréquation, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent de faire l'égalité entre les territoires les plus pauvres et les plus riches, sont aujourd'hui fondamentalement défaillants. Je vous renvoie à un livre qui avait été écrit par un géographe qui s'appelle Laurent Davzy, il y a quelques années, qui montrait que les ressources en matière d'égalité territoriale en France sont liées à plusieurs grands piliers qui sont d'un côté les minima sociaux, parce que quand je suis en territoire rural et que j'ai un SMIC, malgré tout, je consomme les allocations chômage et les pensions de retraite. En d'autres termes, la redistribution se fait par ce type de revenus. Si jamais je suis un retraité ou si jamais je suis un inactif en territoire ruraux, je vais aller consommer, ça fait marcher un minimum de commerce. Mais ça, c'est pas de la production. L'autre élément, et celui-là est extrêmement structurel et c'est compliqué de le résoudre, c'est tout bêtement la désindustrialisation. Vous ne pouvez pas, avec une économie de service, avoir une production en territoire rural ou périurbain suffisante. Ça concentre l'économie dans les métropoles, c'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger. Si vous avez en revanche un tissu industriel, par exemple en Allemagne, là, vous pouvez mieux le répartir sur le territoire et vous créez de la valeur ajoutée. Le problème, c'est que quand on a des industrialisés, et on a beaucoup désindustrialisés en France, on a tué là-dessus les capacités productives de cette France dite périphérique. Et aujourd'hui, on en paie le prix politique. Un dernier mot, Émilie, il nous reste 30 secondes, parce que ce que dit cette étude, c'est aussi alto cliché. Oui, alto cliché. Et puis, il y a quand même des éléments un tout petit peu positifs. C'est que l'INSEE a commencé à définir ce que c'était le rural et pas seulement en creux de ce que n'est pas l'urbain, quoi. Parce qu'en gros, c'était ça. Oui, alto cliché. Et puis, s'intéresser. C'est quand même une partie de la France. Je reviendrai sur le point de l'industrie. Il n'y a pas que l'industrie, il y a la défense aussi. Il y a tous les emplois publics qui font vivre aussi ces territoires. Il y a des petits changements. On voit qu'on peut s'y intéresser. Moi, je comprends pas qu'on considère qu'une partie de la France n'a pas sa place dans les médias, dans la sphère sociale. C'est complètement aberrant. Donc et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans cette émission. Voilà, de cette France rurale et notamment grâce à la presse régionale et dans ce club des territoires. Vous restez avec nous. On regarde justement ce qu'est la une de la presse régionale. Steve, elle a eu le choc après le meurtre d'une surveillante en Haute-Marne. Elle s'appelait Mélanie, surveillante poignardée hier par un élève de 14 ans lors d'un contrôle de sac devant un collège de Nogent. Elle a une de plusieurs quotidiens. Ce matin, l'Est républicain titre sur l'horreur et l'émotion qui touche toute une région et toute la France. L'Alsace revient sur cette violence qui frappe
Encore au collège, le bien public se demande comment enrayer le fléau. Le Télégramme revient sur les propositions mises en avant par les responsables politiques, on en parlait. Et François Bayrou a notamment promis d'interdire tout de suite la vente aux mineurs de tous les couteaux. Oriane. Autre drame, c'est dans l'Aisne cette fois. 2 pompiers ont été retrouvés morts hier dans la ville de Laon. Quelques heures plus tôt, ils étaient en intervention sur l'incendie d'un bâtiment du centre historique. C'est à la une de l'Union. Ils avaient 22 et 23 ans. Tous 2 étaient des pompiers volontaires. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour leur rendre hommage. Emmanuel Macron a salué sur X des soldats du feu fidèles à leur engagement jusqu'au bout. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. La Provence tire la sonnette d'alarme sur le secteur immobilier. Un secteur en crise à Marseille, selon le journal. Les loyers sont trop élevés, le prix du neuf explose, les prêts bancaires sont de plus en plus difficilement accordés. Les professionnels de l'immobilier interpellent les politiques dans les pages du journal. Dans les quartiers sud de Marseille, les loyers sont parmi les plus chers de France. Il va faire chaud aujourd'hui. Jusqu'à 37 degrés dans le sud, c'est là qu'il faut être. Midi Libre revient sur cette vague de chaleur qui touche la France, quoique 37, je suis pas sûr. La France cette semaine, le journal s'intéresse à ces villes obligées de s'adapter à des conditions climatiques qui sont en train de devenir la norme. Un nouveau rapport montre que la température moyenne mondiale de ce printemps a été la 2e plus élevée jamais enregistrée. Allez, fini Roland-Garros, place aux 24 heures du Mans. Premier essai libre prévu ce mercredi. Le Maine Libre parle d'une ambiance déjà très chaude dans les stands ou même en ville. Les séances de dédicaces des pilotes ont attiré des milliers de fans. La dernière édition des 24 heures du Mans débute officiellement ce week-end. Et puis ce week-end, il y a quoi ? Il y a quoi ce week-end? Le PSG, le Mondial des clubs, c'est dimanche soir. C'est pas fini le PSG? La fête contre Vous regarderez. Merci beaucoup Steve, merci Midi, merci Benjamin. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous suivez la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. À demain.